Bonjour et bienvenue à cette deuxième session de la deuxième journée de la conférence Égide « Vivre l'égalité et les diversités dans la francophonie, culture, santé et sécurité ». Nous sommes toujours en direct depuis l'Université de Genève en Suisse. Je m'appelle Guillaume Mondicourt, mon pronom est « il » et je suis chargé de projet LGBTIQ+, à la ville de Genève, en Suisse donc. C'est un grand plaisir de vous accueillir depuis Genève pour cette session que nous avons intitulée « Les mécanismes de plaidoyer au service de la francophonie ». Plusieurs mécanismes, outils et organisations de plaidoyer pour les droits humains sont basés à Genève ou opèrent depuis Genève en lien avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et le Haut Commissariat des droits de l'homme, mais aussi celui pour les réfugiés. Vous savez peut-être que nous sommes en pleine 47e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme ici à Genève. Les organisations sont donc extrêmement mobilisées, d'autant plus que de nombreux travaux ont été interrompus ou ajournés pendant la crise sanitaire de ces derniers mois. La ville de Genève soutient et accompagne, dans la mesure de ses moyens et de ses compétences, ces mécanismes et organisations de plaidoyer. Elle a par exemple accueilli la réunion d'experts et d'expertes du monde entier réunis à Genève pour la mise à jour en 2017 des principes de Yogyakarta, coordonnée par l'ISHR, le Service international des droits humains. Elle est également membre associée de ILGA, l'une des ONG très actives auprès de l'ONU à Genève, notamment dans le processus de l'examen périodique universel des États devant le Conseil des droits de l'homme. Plusieurs mécanismes et outils de plaidoyer international peuvent ainsi et sont mobilisés pour défendre les droits des personnes LGBTIQ+. Force est de constater néanmoins qu'ils sont encore peu mobilisés pour les communautés et par les organisations francophones. Nous allons explorer aujourd'hui les raisons de cette faible utilisation des mécanismes de plaidoyer par la francophonie et les pistes pour y remédier. Je vous invite à poser vos questions dans l'espace de clavardage à droite de votre écran si vous nous regardez depuis la plateforme de la conférence Égide et nous pourrons les relayer à nos panélistes en fin de discussion. Pour animer cette table ronde, j'ai le grand plaisir d'accueillir Myria Triche. Myria Triche est professeure de droit international des droits humains au département des sciences juridiques de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Elle dirige la clinique internationale de défense des droits humains de l'UQAM depuis plus de 10 ans. À ce titre, elle a collaboré avec de nombreuses organisations de défense des droits humains partout dans le monde et a notamment dirigé l'élaboration de plusieurs rapports destinés à des instances internationales, y compris en matière de droits des personnes LGBTIQ+. Myria Triche est aussi coprésidente avec Lorena Parini du comité consultatif de cette conférence Égide. Chère Myriam, je vous donne la parole et je vous laisse présenter vos panélistes. Bonjour à toutes et à tous à cette table ronde sur les mécanismes de plaidoyer. J'aimerais commencer en soulignant que la ville de Montréal, où je me trouve, fait partie d'un territoire ancestral des peuples autochtones qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur ces terres. Donc, pour cette table ronde, nous avons rassemblé 4 conférenciers et conférencières de haut calibre avant de vous offrir une séance informative et formatrice. Donc, tel qu'expliqué par mon collègue Guillaume, l'objectif ce matin, cet après-midi, ce soir, c'est de vous montrer comment mobiliser des stratégies d'ordre international pour revendiquer les droits des personnes LGBTQI+, que ce soit au niveau local, régional, national ou même transnational. Ainsi, j'ai invité les 4 personnes qui prendront la parole de mettre l'accent sur les aspects pratiques. Comment peut-on saisir les mécanismes de plaidoyer à l'international? Comment peut-on se servir des instruments internationaux et comment ou selon quels critères et quelles considérations faut-il choisir la bonne stratégie de plaidoyer? Nous souhaitons sincèrement que leurs explications vous permettront d'évaluer la pertinence pour vos organismes et vos actions de mobiliser des stratégies internationales. Donc, n'hésitez surtout pas de poser vos questions en lien avec les mécanismes et outils qui seront présentés. Nous allons permettre une courte période de 5 minutes après chaque présentation pour les questions de compréhension ou de complément de contenu. Et il y aura une période de questions générales d'environ 20 minutes à la toute fin de la séance. J'ai maintenant le grand plaisir de vous présenter notre premier conférencier, Gabriel Galil, qui nous entretiendra sur les questions LGBTI dans l'examen périodique universel. Gabriel est responsable de
responsable de programme senior à ILGA World, travaillant sur le Conseil des droits de l'homme des Nations unies et l'examen périodique universel. Il est titulaire d'une maîtrise en droit international de l'Université d'État de Rio de Janeiro. Gabriel a travaillé comme stagiaire pour ILGA World dans le cadre du programme de plaidoyer des Nations unies en 2018 et 2019, après avoir soutenu la campagne pour le renouvellement de l'expert indépendant sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. La parole est à vous, Gabriel. Merci beaucoup, Mina. Merci pour l'invitation à cette table. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Gabriel, je travaille pour ILGA World où je dirige notre travail de plaidoyer auprès des conseils des droits de l'homme et l'examen périodique universel. Merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais tout d'abord m'excuser pour mon français, bien qu'il soit une langue que je ne maîtrise pas encore. Je voulais vraiment faire l'effort d'être à cette table, car une partie importante des 1600 organisations membres d'ILGA et que nous soutenons sont francophones. Je suis donc désolé d'avance pour mon erreur et compris les difficultés d'utiliser un langage plus inclusif. Je vais commencer avec les questions de qu'est-ce que c'est l'examen périodique universel. L'EPU implique un processus d'examen entre les États pairs sur les questions relatives aux droits humains. Les États membres sont examen présente d'abord un rapport national sur son bilan en matière de droits humains. L'examen est mené par les groupes de travail de l'EPU, qui soit le 193 États membres de l'ONU, et des questions et recommandations pouvant être formulées par chacun des membres du groupe de travail. L'EPU est un processus cyclique sur un contrôle régulier et systématique des droits humains. Il suit la situation des droits humains dans chaque pays tous les 5 ans. Et 42 États membres sont examinés chaque année lors des 3 sessions du groupe de travail à Genève. Actuellement, nous sommes à la fin du 3e cycle qui se terminera en janvier 2022. Cela signifie que d'ici là, tous les États membres auront été évalués 3 fois. L'EPU est véritablement universel, tant sur le plan géographique que sur le fond. C'est le seul mécanisme qui examine la situation des droits humains des 193 États membres. Et notre, il est aussi universel dans son champ d'application car il constitue un espace pour aborder de manière critique l'ensemble de toutes les questions relatives aux droits humains. L'EPU s'occupant de la situation des droits humains sur le terrain, il n'est pas nécessaire d'avoir une expérience et une connaissance solide du système des Nations Unies pour interagir avec ces mécanismes. Et le travail à l'EPU doit être entendu dans une stratégie globale de plaidoyer des organisations de société civile qui utiliseraient également d'autres parties du système des Nations Unies, par exemple les organes des traités ou les procédures spéciales, ainsi que des mécanismes nationaux et régionaux des droits humains. Il s'agit d'un investissement pour les changements à long terme. Cela requiert par conséquent un engagement du temps, de ressources humaines et parfois aussi des ressources financières. Et alors, pourquoi l'EPU est important pour les questions d'orientation sexuelle, d'identité, expression de genre et des caractéristiques sexuelles? Ces questions sont souvent excluées ou mises de côté lors des dialogues importants au niveau international, souvent en raison d'une politisation de ces questions et du manque de volonté politique des gouvernements de prioriser et de promouvoir les droits humains des personnes LGBTI. L'EPU est un forum où pour avoir lieu un débat vital sur les droits humains des personnes LGBTI avec les gouvernements qui pourraient, sinon, ne pas avoir ou même tolérer de telles discussions. De fait, il se peut bien que ce soit le seul environnement dans lequel certains gouvernements sont exposés aux questions LGBTI. Jusqu'à aujourd'hui, plus de 3060 recommandations ont été faites à plus de 660 pays
sur questions LGBTI, qui représente 2,5% de toutes les recommandations de l'EPU. Ces recommandations ont encouragé de nombreuses améliorations des droits des personnes LGBTI à travers le monde et ont contribué à apporter des changements juridiques tangibles tels que la dépénalisation des relations consensuelles entre personnes de même genre au Mozambique, au Nauru, l'introduction des protections juridiques sur la base de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre au Suriname, l'amendement du code pénal pour lutter contre les crimes et les discours de haine à l'encontre des personnes en raison d'orientation sexuelle et d'identité de genre au Honduras et aux Pays-Bas, l'approbation du projet de loi sur l'identité de genre dans la Bolivie et plus récemment l'approbation d'une résolution parlementaire interdisant les chirurgies esthétiques chez les enfants intersexes au Autriche, là pour tard que c'est moi. Et alors, comment les activistes peuvent-ils s'engager dans l'EPU? Bien que les États membres jouent un rôle moteur dans ce processus, les organisations de la société civile jouent un rôle essentiel. Les OSC peuvent soumettre un rapport décrivant les situations sur le terrain et mener des activités de plaidoyer auprès d'autres États en prévision de l'examen et de leur propre État lors de l'EPU. Ils peuvent également faire une déclaration lors de l'adoption du rapport final de leur État au CDH. Et bien sûr, ils peuvent faire un suivi auprès de leur gouvernement pour aider à mettre en œuvre les recommandations reçues. Un élément clé du processus de l'EPU consiste à rédiger et à soumettre les rapports. Ces rapports sont une occasion unique de consigner par écrit les situations des droits des personnes LGBTI dans votre pays et de les faire connaître dans le monde entier. Ils vous permettent également de faire les points sur l'avancement de la mise en œuvre des recommandations du cycle précédent. Et vous pourrez peut-être utiliser ce rapport à une autre occasion, par exemple avec les organes de traité et les procédures spéciales des Nations Unies, et dans votre stratégie de plaidoyer nationale dans d'autres situations non liées au travail des Nations Unies. Après tout, la plupart du temps, le plaidoyer pour l'EPU n'est pas un processus isolé, mais inscrit dans d'autres stratégies de plaidoyer plus larges qui combinent différents mécanismes de droits humains. Après la soumission du rapport, en avant l'examen, une stratégie de plaidoyer doit être mise en place. Celle-ci combine la propagation du rapport au niveau national, les rencontres avec les ambassades dans votre pays et les plaidoyers à Genève. Dans les plaidoyers à Genève, ILGA est parfois partenaire avec des autres organisations de la société civile, organise une semaine de plaidoyer LGBTI EPU à Genève au cours de la période cruciale précédant la session du groupe de travail. Au cours de ces journées, les défenseurs LGBTI rencontrent les représentants des États à Genève et leur expliquent en détail la situation des droits humains sur le terrain et les recommandations qu'ils aimeraient voir ces pays adresser à leur propre gouvernement. Les nombreux efforts déployés dans le cadre de plaidoyer international pour obtenir des recommandations lors de l'EPU constituent bien sûr une première étape. Une fois que ces recommandations sont formulées, une partie cruciale du processus se déroule avec le suivi et la mise en œuvre des recommandations au niveau national. C'est tout pour le moment, mais je suis heureux de répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette présentation. Donc, je me tourne vers Guillaume pour voir est-ce qu'il y a des questions de compréhension ou de complément pour Gabriel? Alors, pas de questions pour le moment. Merci beaucoup. Excellent. Donc, permettez-moi de vous présenter alors notre deuxième conférencière, Moetti Duchâtelier, qui nous parlera du travail de plaidoyer des organismes de la société civile en Afrique de l'Ouest, qui a été initié avec l'expert indépendant sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre.
Actuellement conseillère régionale pour le genre pour l'Afrique de l'Ouest auprès du Bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Mouati Duchâtelier travaille depuis 2 décennies dans le domaine des droits humains, notamment avec les mécanismes internationaux et sur des questions liées à la discrimination, à la torture et aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Auparavant, elle a été coordinatrice de programme pour le département Afrique et a œuvré en tant que représentante adjointe pour le bureau de l'UNFPA en Haïti, en charge notamment du plaidoyer de soutien au programme et de la communication. Mouati est de nationalité haïtienne. Et la parole est à vous, Mouati. Merci beaucoup. Je voudrais seconder Gabrielle qui a parlé avant moi pour vraiment vous remercier. Je me réjouis de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Alors, je sais qu'en principe, c'est Catherine de Preudebets qui devait être avec vous, l'assistante de l'expert indépendant sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Je n'irai pas jusqu'à dire que je me réjouis qu'elle ait eu un empêchement, mais je me réjouis d'être moi là aujourd'hui et interagir avec vous. Alors, je voudrais aussi préciser que j'occupe ce poste de conseillère régionale genre depuis 1 année et demie, une année un peu spéciale avec la Covid et tout ça. Et donc, même si j'ai beaucoup travaillé par le passé sur les questions de discrimination, c'est la première fois que je travaille de manière aussi dédiée aux questions relatives à la protection des droits des personnes LGBT+. Et de cela va découler un peu ma perspective et un peu le désarroi parfois que je sens parmi les organisations. Donc, dans cette petite présentation qui va aller un peu au-delà de l'expert indépendant sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, je vais essayer, à partir de mon expérience avec les organisations de la société civile dans la sous-région Afrique de l'Ouest, de discuter dans la manière dont le mécanisme synchronusien des procédures spéciales peut, en complémentarité bien sûr avec d'autres initiatives, appuyer les efforts de plaidoyer. Et puis ensuite, je vais partager avec vous quelques informations, quelques éléments d'information sur la manière dont fonctionnent les procédures spéciales, notamment le mandat de l'expert indépendant et la manière dont vous pourrez mieux engager le travail avec ces procédures. Donc, depuis 1 année que je suis à Dakar et dans mes conversations avec la société civile, un certain nombre de défis sont apparus. Le premier, c'est le sentiment de beaucoup d'organisations de la société civile francophone d'être un peu oubliées, que leurs expériences ne sont pas rapportées, ne sont pas partagées dans les discussions au sujet des questions relatives aux personnes LGBT par les mécanismes des procédures spéciales, mais globalement lors des conversations, si je peux dire, au niveau global sur ces questions-là. Bien sûr, dans plusieurs pays, les risques auxquels sont confrontées les personnes LGBT+, et les organisations qui défendent leurs droits limitent leur capacité de faire du plaidoyer, d'où l'importance de s'assurer d'élargir, si je peux dire, la base de ceux qui peuvent intervenir dans ce plaidoyer. Il y a certains acteurs, notamment des partenaires internationaux, des partenaires bilatéraux, qui essaient d'intervenir, mais ils font face à un certain nombre de défis d'ordre politique qui a un impact sur leur capacité à intervenir. Et pour moi, ayant beaucoup travaillé avec les procédures spéciales dans le passé, je me suis étonnée que dans un pays en particulier, aucune organisation LGBT n'avait soumis que ce soit un rapport, que ce soit une allégation au mandat des procédures spéciales. Or, c'est un système qui existe depuis fort longtemps. Donc, les premières choses, pour commencer, que sont ces procédures spéciales? Les procédures spéciales, c'est un groupe d'experts indépendants des droits de l'homme qui ont pour mandat de rendre compte de la situation des droits de l'homme et de fournir des conseils en la matière, du point de vue d'un thème ou d'un pays particulier. Alors, juste pour passer, dans la région où je travaille, nous avons par exemple un expert indépendant sur le Mali. En ce qui concerne les thèmes, nous avons aujourd'hui plus d'une quarantaine de mandats thématiques qui couvrent toute une série de questions, la discrimination, la violence à l'égard des femmes, les disparitions forcées, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, mais aussi l'orientation sexuelle et l'identité de genre.
Une chose qui est essentielle à se rappeler par rapport aux procédures spéciales, c'est leur indépendance. Alors, leur indépendance par rapport aux États, bien entendu, mais aussi leur indépendance par rapport au système des Nations Unies, même si le Commissariat des Nations Unies pour lequel je travaille, nous apportons un appui qui est beaucoup de type de secrétariat à ces experts. Et il est arrivé, notamment en ce qui concerne mon pays, qu'un expert indépendant critique le travail des Nations Unies dans ce pays-là. C'est pour vraiment vous montrer que ce sont des mécanismes indépendants. Pour mener à bien leur mission, ils ont tout un attirail d'interventions possibles. Ils mènent des visites dans les pays, mais cela, il faut le préciser alors pas forcément à la demande, mais il faut que les pays donnent leur accord pour qu'un expert indépendant puisse visiter le pays. Ils s'occupent aussi de cas individuels et mènent des études thématiques. Sur ces deux points-là, j'aimerais peut-être m'attarder un petit peu parce que c'est vrai que ce sont deux points qui seraient peut-être particulièrement intéressants pour notre audience aujourd'hui. Les cas individuels, c'est vraiment lorsque des violations sont portées à leur attention. Et qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? Ils ont ils peuvent utiliser deux mécanismes. Le premier, c'est ce qu'on appelle les allégations. C'est dans le cadre d'une violation qui a déjà été commise et la violation a cessé, même si ses effets peuvent être continus, l'expert indépendant peut écrire à l'État concerné pour lui dire nous avons été informés de ça, nous voudrions savoir quelles mesures ont été prises pour remédier à la situation, qu'est-ce qui a été fait pour poursuivre les auteurs présumés en justice et pour que l'État, en fait, puisse dire ce qu'il a fait de sa responsabilité de poursuivre. Ça, c'est un premier type de communication. Le deuxième type de communication concerne ce qu'on appelle les appels urgents. Une situation est en train de se passer maintenant. Par exemple, un défenseur des droits des personnes LGBT est emprisonné pour son travail de défenseur. Il est en prison, nous pensons, ou les informations qui sont partagées font savoir qu'il y a des risques, par exemple, de torture. On a besoin que la personne soit protégée aujourd'hui et maintenant. Donc, la saisine des experts peut être faite très, très rapidement et ils vont à ce moment-là écrire urgemment à l'État pour dire, premièrement, on vous regarde. Deuxièmement, assurez-vous, puisque c'est votre devoir, que cette personne soit protégée. Et qu'ensuite, bien entendu, tous les processus de respect de ses droits soient respectés. En ce qui concerne les études thématiques annuelles, nous sommes, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en plein Conseil des droits humains. C'est vraiment le moment où les experts indépendants partagent leurs rapports sur une ou autre thématique découlant de leur mandat. Par exemple, l'expert indépendant sur l'orientation sexuelle présente cette année un rapport sur le concept de genre. L'an dernier, il avait travaillé sur la question comment est-ce que ça se dit en français, des thérapies de conversion. Donc, ça, c'est, là encore, ce sont des moments où vous pouvez interagir. Ce que j'ai constaté dans les organisations avec lesquelles je travaille, il est parfois difficile d'écrire un rapport alternatif ou même une communication. Et là, je crois que le plaidoyer doit aussi se tourner vers d'autres acteurs. Je parle notamment pour les organisations plus grandes, mais aussi les Nations Unies, puisque nous sommes là pour ça, pour les accompagner à faire ce travail-là. Avec l'expert indépendant Soji, par exemple, nous avons pu, pour la préparation de son rapport, nous avons organisé une réunion avec la société civile pour recueillir leurs informations, pour que ces informations-là puissent être transcrites et partagées avec l'expert. Si vous me donnez une demi-seconde pour terminer, si j'ai bien compris, j'arrive à la fin. Je voudrais simplement rappeler, l'expert indépendant Soji, le mandat existe depuis 2016. Victor Madrigal-Borloo, qui est le titulaire de mandat, il est extrêmement ouvert et fait un effort incroyable pour s'assurer de l'inclusion des francophones. Ce travail continue, nous devons aussi l'aider en le poussant à le faire plus souvent. Par exemple, aujourd'hui ou hier, il a un événement parallèle au Conseil des droits humains qui sera traduit de l'anglais à l'espagnol, mais pas encore au français. Donc, nous devons aussi continuer le plaidoyer, même avec ceux qui sont avec nous.
Pour terminer, le Haut-Commissariat est là pour aider, donc surtout n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, Moati. Guillaume, avons-nous des questions rapides pour Moati à ce stade-ci? Je pense que Moati a été particulièrement clair et qu'il n'y a pas de questions à ce stade. Merci. Excellent, merci beaucoup. On passera donc à notre prochain conférencier, Carlos Villalobos, qui nous expliquera comment les droits humains et l'agenda 2030 ainsi que les mécanismes de suivi connexes peuvent être mis à profit pour faire progresser la prise en compte des droits des personnes LGBTI. Carlos a travaillé dans l'utilisation des sciences médico-légales, dans les enquêtes sur les violations graves des droits humains et dans l'utilisation de l'analyse des données pour surveiller et protéger les droits civils, politiques, économiques et sociaux. Il travaille maintenant comme conseiller sur les données pour les droits humains et le développement durable à Copenhague. Il présentera en tant que collègue francophone au nom de l'Institut danois des droits de l'homme et la Fédération suédoise des droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer et intersexes. Carlos, la parole est à vous. Est-ce que vous la voyez maintenant? Vous voyez la présentation? D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici pour vous parler de la dernière publication faite par l'Institut danois des droits humains et la Fédération suédoise des droits des personnes LGBTIQ, le RFSL. Cette publication montre la manière dont les droits humains et l'agenda 2030 ainsi que les mécanismes de suivi connexes peuvent être mis à profit pour faire progresser les droits des personnes LGBTI. Alors, la publication est basée sur notre travail, sur les recommandations des organismes de défense des droits humains aux Nations Unies, y compris le EPU et les procédures spéciales qu'on a déjà entendu parler, mais aussi les organes des traités. Ces mécanismes de protection ont émis près de 200 000 recommandations depuis 2006 qui donnent des indications précises sur la manière dont les pays doivent protéger et promouvoir tous les droits humains. Les suivis et mises en œuvre de recommandations se fait de manière différente dans chaque pays, mais dans l'idéal, il devrait y avoir un mécanisme national d'élaboration des rapports et des suivis composé des institutions concernées. En plus, les institutions nationales des droits humains sont des organes étatiques indépendants qui font une analyse systématique de la situation nationale des droits humains, y compris pour les personnes LGBT. De l'autre côté, nous avons les objectifs de développement durable, les ODD et l'agenda 2030, qui ont pour objectif de mettre en œuvre les droits humains pour toutes et tous. Et c'est un agenda qui s'engage aussi à ne laisser personne derrière, ce qui est très proche des principes fondamentaux des droits humains, comme l'égalité et la non-discrimination. Ici, nous avons 17 objectifs, 160 cibles, qui proposent des changements dans presque tous les aspects de la société. Je vais vous donner quelques exemples en instant. Pour les suivis de CODD, il y a les examens nationaux volontaires, qui sont des rapports de mise en œuvre faits par les pays, avec la participation de différents secteurs de la société civile selon chaque pays. Nous avons aussi 231 indicateurs uniques qui permettent un suivi quantitatif détaillé des CODD. Alors, le suivi des ODD se fait de manière volontaire parce que le cadre n'est pas contraignant par lui-même, d'où l'importance du lien avec les droits humains. Ces liens entre les ODD et les droits humains est important aussi parce que dans certaines situations, les ODD peuvent permettre d'accéder à des institutions et des recours qui ne sont pas toujours explicitement liés aux droits humains.
par exemple, le ministère des Finances, l'Institut national des statistiques, le Bureau national de planification, de développement, etc. Alors, dans les concrets, quels sont les liens entre ces deux cadres? Le travail de l'Institut danois des droits humains a montré que plus de 90% de cibles des ODD sont liées à des dispositions spécifiques des instruments internationaux des droits humains. Ça veut dire que si bien les ODD ne sont pas contraignants, ils sont très étroitement liés à des dispositions légaux contraignants des droits humains. Vous pouvez consulter les liens dans notre guide sur les droits humains et les ODD. Nous savons aussi qu'un grand nombre de recommandations de mécanismes de protection des droits humains sont liées aux ODD. Parmi eux, il y en a autour de 4500 recommandations qui sont explicitement liées à la protection des droits des personnes LGBTIQ. Comme vous pouvez le voir sur les graphiques, le nombre de recommandations liées aux personnes LGBTIQ augmente chaque année, avec l'exception de 2020 qui est une année particulière. Vous pouvez consulter toutes les recommandations par ODD et liées aux personnes LGBTI dans notre explorateur de données. Pour vous donner quelques exemples entre les liens de la protection des droits humains et les ODD, les plus importants pour les personnes LGBTIQ, nous avons l'objectif 5, qui parle de la violence fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité des genres, l'expression des genres et les caractéristiques sexuelles. Objectifs 3 et 4, très étroitement liés à la protection de l'accès aux soins de santé et à l'éducation. Les objectifs 2, 8 et 11, liés à la discrimination intersectorielle qui affecte les droits au travail, à l'alimentation et au logement. Et un autre exemple, c'est l'identité juridique des personnes transgenres, très étroitement lié aussi au objectif 16. Vous pouvez lire tous les exemples de cet objectif dans notre publication, les détails. Alors, pour répondre à la question de comment choisir la bonne stratégie de plaidoyer en face de ce système, c'est une question plutôt difficile à répondre parce que ça dépend de chaque pays. Donc, je vous propose quelques questions, en fait, qui pourraient vous aider à évaluer la situation dans votre pays. Est-ce qu'il y a un mécanisme officiel de suivi des recommandations des droits humains dans le pays? Dans certains pays, il y a des mécanismes officiels. Dans certains pays, ça a été la société civile qui a créé des mécanismes pour le suivi de la recommandation. Quelles sont les recommandations liées aux personnes LGBTIQ? Et le plus important, quels sont les sujets traités dans cette recommandation? Est-ce que les recommandations sont représentatives de la situation réelle des personnes dans le pays? Alors, dans l'autre côté, dans les côtés de SODD, on peut se demander, est-ce que le pays a présenté un examen périodique volontaire? Est-ce que la création de cet examen périodique volontaire, c'était un processus participatif et public? Ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Et aussi, est-ce que l'examen périodique volontaire a inclus les recommandations des organes des droits humains? A-t-il inclus ces recommandations liées aux personnes LGBTIQ? Ce que nous avons fait dans la publication, c'est que nous avons fait cette analyse pour 8 pays. Les pays que vous voyez ici. Et nous montrons là que la situation change beaucoup d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui font une intégration entre les droits humains, les recommandations et les rapports pour les ODD, y compris la problématique des personnes LGBTIQ. Il y a d'autres pays qui ne considèrent pas du tout les recommandations et la question LGBTIQ. Vous pouvez lire tous les détails dans notre publication. Et pour terminer, la publication inclut aussi quelques recommandations
pour les gouvernements, les organismes de défense des droits humains aux Nations Unies et les institutions nationales des droits humains et la société civile pour promouvoir cette intégration entre les différents cadres des droits humains et des ODD pour faire progresser les droits LGBT. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlos. Je pense que j'ai vu qu'il y a une question pour Carlos. Alors, il y a des questions, mais on va les garder pour la fin parce que c'est des questions de fond et pas des questions de compréhension, si j'ai bien suivi la règle. Excellent. Donc, on va continuer pour la période de questions générales à la fin. Ce qui m'amène donc à passer à la présentation de notre dernière conférencière, Hélène Nolan, qui vous parlera des principes de Yogyakarta plus 10 comme outil de plaidoyer. Hélène Nolan travaille actuellement au sein des Nations Unies au Vietnam. Avant, elle a coordonné le travail de renforcement des capacités et co-dirigé le programme des défenseurs LGBTI chez ISFR, International Service for Human Rights. Elle a également dirigé les programmes des organes de traité et des procédures spéciales de l'ONU au sein de ILGA World. Son expérience porte sur le droit des réfugiés, l'égalité des genres et la protection des défenseurs des droits humains. Et elle a travaillé pour des ONG et l'ONU dans 5 pays différents. Hélène est diplômée de Essex University et de Trinity College Dublin. Alors la parole est à vous, Hélène. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir pour moi en fait. Et moi je vais parler des principes de Yogyakarta originaux et les principes de Yogyakarta plus 10, les principes plus 10. Et je me réjouis de vous joindre aujourd'hui et aussi je vous prie de m'excuser si je m'exprime d'une manière un peu maladroite. Alors, les principes originaux ont été développés en 2006 en réponse aux abus des droits humains survenant partout dans le monde contre les personnes en raison de leur identité de genre ou orientation sexuelle. Un groupe de personnes militantes et expertes du droit international des droits humains se sont réunis à Yogyakarta, Indonésie. Ces personnes ont discuté les lacunes dans le système du droit international. La première étant le manque d'un instrument contraignant ou un traité consacré à la situation des personnes LGBT. Mais le droit international des droits humains s'applique bien sûr à toute personne. Et donc ces personnes ont développé les principes de Yogyakarta, lesquels montrent comment ce droit et ces instruments s'appliquent aux personnes d'orientation sexuelle et identité de genre diverses. Les 29 principes sont une réaffirmation du droit international existant qui couvre les droits civils et politiques comme la liberté de réunion, ainsi que les droits socio-économiques tels que le droit au travail. Alors, 10 ans plus tard, la situation au niveau international avait beaucoup changé et avec des progrès importants et une sensibilisation envers l'expression et l'identité de genre et les caractéristiques sexuelles en particulier. Et les principes plus 10 complètent les principes originaux et établissent 9 principes supplémentaires couvrant une gamme de droits traitant des technologies de la communication, de la pauvreté, de la diversité culturelle, etc. Les principes plus 10 contiennent également 111 obligations étatiques supplémentaires liées à des domaines tels que la torture, à l'asile, la vie privée, la santé et aussi la protection des personnes défenseurs des droits humains. Parmi le nombre d'innovations apportées figure l'implication des personnes défenseurs trans et intersexes dans la rédaction et la délibération du texte dès le départ. Et à ISHR, la Commission internationale de juristes et ARC international ont guidé le processus d'élaboration des principes en 2006 et en 2016. Alors, tout comme les principes sont fondés sur le droit international, ils sont aussi fondés sur des principes d'égalité. Les principes plus 10 ont été fondés sur la jurisprudence existante et le paysage complet des débats
des droits humains, y compris les droits des femmes. Et entre les personnes expertes élaborant les textes, il y a toujours eu un accord sur la protection des droits de toute personne sans discrimination, d'une manière qui englobe des diverses identités et des approches féministes. Les principes font l'autorité primaire sur ce que le droit international des droits humains oblige les États à faire et à ne pas faire pour promouvoir et protéger les droits des personnes de diverses orientations sexuelles, identités de genre et caractéristiques sexuelles. Chaque principe est accompagné de recommandations détaillées aux États, aux Nations Unies, aux médias et à d'autres. Alors, comment se servir de ces instruments? En fait, je vais vous donner plusieurs exemples comme inspiration. Au cours des 14 années, les principes ont été mentionnés dans les forums nationaux, régionaux et internationaux pour renforcer la protection des droits des personnes LGBTI. Et la société civile, bien sûr, a été le moteur de ce progrès. Les principes ont été invoqués dans divers jugements internes au niveau national. En 2016, une cour du Botswana a fait référence aux principes lorsqu'elle a ordonné l'enregistrement d'une organisation LGBTI. En Inde, en 2018, les principes ont été utilisés pour soutenir une contestation réussie de l'article 377 du Code pénal. Et au-delà des affaires juridiques, les principes ont fourni une base pour le plaidoyer et les campagnes de la société civile. Aux Pays-Bas, des personnes militantes ont promu des soins de santé personnalisés pour les personnes trans conformément aux principes. La Commission australienne des droits humains a fait référence aux principes dans une discussion sur les meilleures pratiques en matière de protection des personnes intersexes. Et des États comme l'Argentine, le Brésil, le Canada, l'Uruguay et le Mexique ont présenté ou adopté des projets de loi citant les principes comme ressources pertinentes. Et les principes ont été aussi utilisés pour accroître la sensibilisation de la société et des personnes LGBTI de leurs droits, avec des bandes dessinées, des traductions dans les langues locales, etc. Les principes ont aidé des groupes à articuler leurs demandes aux autorités et leur poids comme texte légal, international et signé par diverses personnes expertes de la communauté et des droits humains en général, à faciliter les discussions avec les autorités nationales et locales. Au niveau régional, les principes sont soutenus, ils ont aussi soutenu les efforts aux Amériques, en Europe et en Asie, dans la litigation stratégique et des déclarations conjointes. Et au niveau international, dans les différents mécanismes mentionnés par mes collègues. Mais bien sûr, en tout ça, il y a toujours des difficultés, des contraintes. Et la première contrainte est que les principes ne sont pas contraignants en eux-mêmes. Les documents ne forment pas un traité qu'un État ratifiant est obligé de respecter. Et une autre difficulté apparaît dans le contexte des traductions du document, en fait. Le texte en anglais est neutre en termes de genre. Le français et l'espagnol, par contre, sont plus compliqués. Il a fallu un compromis pour le texte français et l'espagnol, faisant l'équilibre entre un texte légal et correct et un langage plus progressif et inclusif. Nous avons essayé de le rendre aussi neutre que possible, mais le contexte du document et aussi le manque d'experts francophones dans le comité de rédaction signifie qu'il était difficile d'aller au-delà. Mais comme toujours, les principes doivent être adaptés au contexte national pour le plaidoyer. Il se peut donc que dans certains contextes, il soit possible de faire pression pour un français plus progressiste. La SHR a accueilli volontiers des suggestions sur la façon de rendre le texte, les principes plus neutres ou inclusifs en termes de genre et aussi des exemples des contextes nationaux et locaux. En conclusion, les principes ne sont pas un mécanisme comme l'écu, mais plutôt un outil pour renforcer le plaidoyer. J'encourage les personnes militantes à se familiariser avec les textes et à considérer comment ils peuvent soutenir vos efforts.
Sur le site web aussi des principes, vous pouvez trouver un guide pour l'activisme utilisant les principes aussi bien que les différentes traductions. Je vous remercie. Un grand merci à vous, Hélène, pour votre présentation. Alors, avant d'ouvrir la période de questions générales, j'aimerais quand même vérifier avec Guillaume s'il y a des questions spécifiquement pour Hélène en termes de compréhension ou complément d'information. Pas pour le moment, merci. Pas pour le moment. Dans ce cas, nous pouvons, je pense, ouvrir la période des questions générales. Et je pense que là, Guillaume, on a plusieurs questions qui attendent, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. On a des questions et beaucoup de commentaires. Un commentaire qui nous dit « Je rejoins l'appréciation de Motsi pour souligner le manque d'informations sur la situation des LGBTIQ dans leur pays, surtout les thérapies de conversion. » Donc je pense que ça concerne l'Afrique, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs commentaires dans ce sens. La difficulté aussi de faire connaître les mécanismes pour que les activistes se les approprient. Et puis, l'autre constat est que seuls les défenseurs connus bénéficient d'appui d'urgence en cas de violation de leurs droits. Donc là, on est peut-être un peu en dehors des mécanismes de plaidoyer. Comment pouvons-nous faire pour un soutien plus large de toutes les communautés LGBTQ, notamment au Sénégal? Enfin, comment ces jeunes LGBTIQ+, en général, et j'imagine aussi les activistes, peuvent être accompagnés face à cette situation si l'on sait que le Sénégal est un champion dans la ratification des traités? C'est peut-être la tension entre la ratification des traités, les mécanismes politiques et les mécanismes de plaidoyer plus généraux. Je ne sais pas si l'une ou l'autre de vos panélistes a un commentaire par rapport à ça. Alors, c'était beaucoup de questions. On pourrait peut-être commencer par la question comment est-ce qu'on peut faire la promotion des mécanismes parmi les activistes et notamment en matière de thérapie de conversion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Motsi. Oui, merci. Merci pour la question. La question de faire connaître les mécanismes, je pense que c'est aussi un travail continu. Et je crois que ça nous emmène à une réflexion. Et quand je dis nous, je veux dire nous, Nations Unies, mais nous aussi, les autres acteurs qui contribuent à faire de la formation et de la sensibilisation pour les organisations LGBT. Ça ne suffira pas de dire nous avons fait une formation, nous avons fait un atelier. La dynamique est tellement rapide qu'il nous faut constamment faire la promotion des mécanismes et former à l'utilisation de ces mécanismes. Si je pense par exemple au Sénégal, la personne concernée a mentionné ce pays-là, nous avons eu des vagues où un certain nombre de leaders de la communauté ont dû partir. Ils sont aussi partis avec la connaissance qu'ils avaient. Il nous faut recommencer. Et donc, c'est pour ça que le travail doit être permanent. Je pense aussi qu'il est important, et c'est un travail que nous essayons de faire en collaboration avec les organisations LGBT, c'est de s'accorder sur un minimum, une espèce de package minimum que tous ceux qui font de la formation dans ce domaine sont sûrs de partager un minimum des organisations. Pour l'instant, je dois dire que ça a l'air plutôt de fonctionner, mais nous avons encore beaucoup d'efforts à faire et le travail continue. Merci, Motsi. Je donne la parole à Hélène. Juste pour partager spécifiquement sur les thérapies de conversion, le principe 10 des principes de Jakarta parle de... c'est le principe relatif au droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et ça parle aussi dans les principes plus 10, enfin les nouvelles obligations étatiques, aussi de la conversion et aussi les mécanismes mentionnés par Motsi, les procédures spéciales
ont beaucoup parlé de cette violation comme violation et comme exemple de torture. Alors, il y a ces textes légaux, disons, pour renforcer les arguments contre ces actes. Merci, Hélène. On avait aussi une question sur le fait qu'on dirait que seulement les défenseurs les plus connus bénéficient d'un appui d'urgence, tandis que les activistes moins connus, on a l'exemple des jeunes au Sénégal, ont de la misère à se faire entendre. Avez-vous des conseils, des stratégies à offrir pour rendre cette protection plus accessible pour tous et toutes les activistes? Excusez-moi. Moiti? Oui, je crois que là, il y a probablement une distinction à faire de quelle aide on parle. Alors, c'est vrai que souvent, dans le cadre de l'aide que peut apporter, par exemple, des acteurs bilatéraux, des ambassades, etc., souvent, ou certaines ONG internationales, elle est conditionnée au statut de défenseur. Néanmoins, je voulais préciser que pour les mécanismes internationaux de protection des Nations Unies, il n'y a pas de lien. Il y a un mandat spécifique pour les défenseurs des droits humains, mais toute personne qui serait victime de violation peut porter sa situation à travers Google ou à travers une ONG, une association, à l'attention des experts. Ça me permet aussi de mentionner un point qui est très important. Les mécanismes ne sont pas exclusifs les uns des autres. Un défenseur peut avoir une violation liée au droit à la santé, peut être un défenseur travaillant sur les questions LGBT. Et donc, il y aurait déjà 3 mandats qui peuvent être concernés. Donc, il faut aussi voir qu'un mécanisme n'est pas exclusif des autres. Et si vous me permettez, on n'a pas suffisamment peut-être dans les interventions, je sais que Carlos et Gabriel y ont fait allusion, c'est la question des organes de traité, qui vous donne aussi l'opportunité de faire connaître la situation dans vos pays. Mais là encore, nous avons tout un travail de formation, de sensibilisation à faire pour voir comment est-ce que vous pouvez faire porter vos questions aussi au niveau des organes de traité. Merci, Moiti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter à la réponse de Moiti? Sinon, je comprends. Oui, Gabriel? Oui, c'est pour dire qu'il y a aussi les 6 régions. Par exemple, dans l'Afrique, on a le bureau régional, qui c'est l'Afrique du Sud, mais qui fait le travail dans tous les continents et qui c'est plus fortement connecté avec le contexte national. Donc, c'est toujours une recommandation de faire ce contact avec les régions des Ligas qui ont beaucoup d'informations sur la sécurité des défenseurs et sur comment faire les actions localement et nationalement. C'est un excellent conseil. Merci beaucoup, Gabriel. C'est toujours utile d'essayer de mobiliser des organisations ou des organismes qui sont spécialisés et qui ont une voix qui sera peut-être plus facilement entendue. Guillaume, je pense qu'on a d'autres questions à poser. Alors, une question qui dit comment et par où commencer pour une organisation LGBTIQ+ francophone qui souhaite faire entendre sa voix? Est-ce qu'il faut commencer au niveau local, national ou directement auprès des Nations Unies? J'imagine que les organisations manquent parfois de ressources. Comment s'y prendre? Excellente question. Alors, qui veut commencer? Comment est-ce qu'on s'y prend? Hélène? Je répéterai aussi ce que Gabriel vient de dire aussi, que nous avons bien et aussi avait parlé aussi un peu des organisations avec plus de ressources peut-être ou plus de capacité pour faire le lien entre les organisations plus petites, les groupes un peu plus informels et ces mécanismes. C'est pas toujours facile à faire, mais
moi, je dirais que commencer avec ces organisations, de faire collaborer un peu, ça aiderait. Des fois, c'est pas nécessairement collaborer avec les organisations plus grandes dans votre pays, mais de pousser un peu plus loin. Parce que, bien sûr, au niveau national, il y a souvent des difficultés, des fois des tensions et des différences de pouvoir qui existent, bien sûr, au niveau régional et international aussi, mais peut-être un peu moins fortement dans ces contextes de soutien. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ajouter à ça? Moiti? Alors moi, je serais d'avis, un peu en lien avec ce qu'Hélène disait, il faut avoir une approche très pragmatique. Ça dépendra de qui vous allez rencontrer. Si vous rencontrez d'abord une conseillère en relations publiques, vous commencez par là, et ensuite le réseau va se faire au fur et à mesure. Si vous rencontrez le représentant de ILGA de l'Afrique du Sud de passage en Afrique de l'Ouest, vous commencez par là, et puis possiblement, il y a les réseaux internes. C'est vrai qu'il y a souvent, comme pour tous les réseaux d'organisations de droits humains, mais pas que, bien entendu, parfois des tensions, des incompréhensions, mais je crois que malgré ça, ils arrivent, ces réseaux, à faire un certain nombre de travail ensemble, et puis aussi, c'est un endroit où on récupère. Je pense que la chose, c'est de penser, de s'assurer aussi d'être informé. Et aujourd'hui, l'exemple de la réunion qu'on a cet après-midi nous permet aussi de voir qu'il y aura de plus en plus d'espace pour que les francophones puissent entendre et se faire entendre. Donc, je crois qu'on est sur une bonne dynamique. Merci, Moiti. Je vais peut-être profiter aussi pour faire la promotion des cliniques universitaires qui travaillent dans le domaine des droits humains et qui peuvent aussi être un soutien à la société civile qui manque de ressources, notamment des ressources humaines. Guillaume, on a d'autres questions? Alors, c'est plus un commentaire, mais qui me paraît en lien de cette question d'avoir différents mécanismes et de pouvoir activer certains mécanismes quand c'est plus approprié que d'autres. Le commentaire dit, pour les visites de l'expert indépendant, pensez-vous, c'est quand même une question, pardon, ne pensez-vous pas qu'il faut revoir le format, car vu la thématique qu'il porte, certains gouvernements tarderont à l'inviter dans leur pays. Comment, dans quelle mesure les sociétés civiles peuvent amener leur gouvernement à inviter l'expert face à cette homophobie galopante? Alors, je pense que c'est l'expert Soji, mais on a compris qu'il y avait aussi d'autres experts et expertes. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait répondre concernant les visites de l'expert indépendant? Comment est-ce qu'on peut amener son gouvernement à inviter l'expert face à l'homophobie? J'ai vu la main de Moiti. J'avais l'impression que Gabriel voulait dire quelque chose. Je ne voudrais pas non plus monopoliser. Gabriel, vous vouliez dire quelque chose? Non, s'il vous plaît, commencez. D'accord. Alors, c'est vrai pour l'expert indépendant sur l'orientation sexuelle de genre, c'est aussi vrai pour de nombreux autres experts. Par exemple, beaucoup d'États n'ont pas très envie que l'expert indépendant sur la torture leur rende une visite dans leur pays. Je pense que c'est aussi, il faut le voir par rapport au contexte. Beaucoup de pays ont clairement indiqué qu'ils n'avaient aucune intention de coopérer avec ce mandat. Donc, l'idée d'une visite semble ne pas être dans leur agenda. Donc, du coup, je crois que là, mettre trop d'efforts dans un plaidoyer pour une visite, peut-être n'apporterait pas beaucoup de résultats. Par contre, il y a beaucoup d'autres moyens dont vous pouvez aussi interagir avec l'expert, qu'il vienne sur place ou pas. Et je dois dire qu'en particulier, l'expert en Soji, il est particulièrement ouvert à avoir des conversations et à interagir avec la société civile. Pour vous donner deux exemples, récemment, avec une organisation, le CIT, qui avait commandité une étude sur la situation des lesbiennes, bi et transsexuelles en Afrique
de l'Ouest, dans 4 ou 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons lancé l'étude avec l'HCR et l'expert s'est joint au lancement pour avoir une conversation avec les leaders d'organisations de la sous-région. Comme ça, il reçoit aussi des informations qui permettent de créer un lien direct et quand il a une question, il peut lui revenir vers vous, mais vous pouvez aussi continuer à le nourrir d'informations. Je voudrais aussi mentionner que quand un expert se rend dans un pays, donc il y a tout le travail qui est un travail de collecte d'informations qu'il fait, mais ça a aussi des risques pour les organisations dépendant du pays concerné. Et donc parfois, même quand l'expert est dans le pays, c'est difficile de lui faire passer certaines informations. Juste peut-être une anecdote, ma première mission avec un expert indépendant qui remonte à déjà un certain nombre d'années, était avec l'expert indépendant sur les exécutions sommaires. Des organisations de la société civile attendaient tellement de pouvoir rencontrer cet expert et avaient tellement de choses à dire, ont peut-être été imprudentes dans la manière dont elles ont organisé leurs réunions pour s'assurer que leur message passait. Il y a eu des représailles et il y a eu des morts suite à la coopération avec l'expert. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Heureusement que ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais pour dire que dans le pays, ce n'est pas forcément toujours plus facile. Mais aussi, peut-être pour information du niveau du commissariat et des procédures spéciales, tous les ans, il y a un plaidoyer qui est fait auprès des États, mais auprès de tout le monde, notamment à travers un rapport qui sera aussi présenté cette année au Conseil sur les États qui se seraient rendus responsables de représailles auprès d'organisations et en coopérer avec les procédures spéciales. Merci. Merci, Moati. Gabriel, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, rapidement, pour dire que oui, il y a la limitation aussi de la capacité de AISOGI de faire beaucoup de visites et aussi il y a le gouvernement qui n'invite pas les experts, mais qui aujourd'hui, je pense que la majorité des mandats de procédures spéciales fait un petit de travail sur les thématiques LGBTI. Donc, ILGA, ensemble avec le ISHR, il y a toute l'année faire une étude de toutes les mentions LGBTI dans toutes les procédures spéciales. Donc, c'est bon de voir comment tu peux faire les relations entre la thématique, par exemple, de procédures de défense des droits humains ou des procédures sur water sanitation avec les questions LGBTI et pris cette opportunité d'une visite de notre procédure spéciale pour faire le plaidoyer de les questions LGBTI. Merci beaucoup. Guillaume, je vois la main d'Hélène. Juste rapidement, pour ajouter et renforcer ce qu'ont dit Gabriel et Moati, il y a vraiment beaucoup d'experts. L'avantage des procédures secrètes, c'est qu'on peut être vraiment très créatif et trouver des différentes manières d'intervenir. Et par exemple, il y a aussi des visites informelles, par exemple une conférence académique. Et des fois, ça, c'est une manière de faire visiter sans avoir un rapport officiel ou quelque chose comme ça, mais ça au moins peut aider des discussions ou donner des fois un peu plus de poids à ces organisations, un peu de, c'est pas le bon mot, mais respectabilité, légitimité. Et donc, c'est tout. Merci, merci Hélène. Est-ce qu'on a une prochaine question, Guillaume? Oui, alors on a aussi beaucoup de commentaires et de félicitations et de personnes qui nous disent qu'elles nous suivent de toute la francophonie et notamment en Afrique, au Congo, au Sénégal. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'attentes aussi pour que ces mécanismes de plaidoyer soient plus accessibles aux communautés francophones. Et peut-être ça fait le lien avec une série de questions qui concernent la langue. Je vous les livre peut-être ensemble et puis vous pourrez piocher à votre guise dedans. Le français est une langue onusienne et pourtant force est de constater qu'il est de moins en moins utilisé dans la diplomatie et le plaidoyer international.
L'anglais est-il devenu incontournable dans ces processus? Deuxième question, avez-vous des processus de traduction systématique en français de vos documents et rapports? Hélène a abordé ce point précédemment. Une autre question, les défis d'accès des communautés LGBTIQ+ francophones sont-ils plutôt d'ordre politique ou technique? Par exemple, la barrière de la langue, on y revient. Et puis enfin, un commentaire et une question sur le bureau de l'ILGA qu'a mentionné Gabriel en Afrique. ILGA, avec son bureau régional en Afrique du Sud, est anglophone. Y a-t-il une structure internationale francophone avec un bureau régional? Voilà, on retombe toujours sur la question de l'accessibilité par la langue française. Merci Guillaume pour cette belle synthèse. Donc, on peut peut-être commencer avec la question sur ILGA. Gabriel, y a-t-il une structure internationale francophone et avec un bureau régional? Oui, donc pour ILGA, les deux langues officielles sont l'anglais et l'espagnol. Donc le français, malheureusement, ce n'est pas encore une langue officielle. Mais dans les bureaux d'ILGA PAI, il y a le personnel qui parle aussi le français. Et par exemple, les conférences régionales d'ILGA PAI, qui cette année, c'est en haut. C'est une conférence bilingue, donc c'est anglais et français. Notre ressource, notre rapport, etc. ne sont pas traduits au français, malheureusement, mais par exemple, les rapports du expert indépendant SOGI sont traduits pour toutes les 6 langues officielles de l'ONU, donc aussi au français, inclut les versions simplifiées de ces rapports qui sont très utiles. Donc, par exemple, les rapports sur les thérapies de conversion, il y a une version simplifiée de 4 pages qui se traduit aussi au français. C'est tout. Merci beaucoup, Gabriel. Est-ce que les 3 autres auraient des commentaires à faire sur la question de la langue et les défis associés avec le peu d'accès? Hélène. Je ne travaille plus avec ASHR, mais je sais que leurs documents, les guides les plus fondamentaux sont disponibles aussi en français. Mais la plupart du temps, pour eux, la traduction, c'est vraiment ou une combinaison des fonds et aussi de l'audience qu'on cible. Alors, ça change un peu. Et l'autre côté de la traduction que je voulais mentionner, parce que je parlais plutôt de langage inclusif avant, mais c'est aussi en termes de la loi en soi-même. Beaucoup de ces documents, beaucoup des perspectives sont anglophones, en fait. Et tout ce qui est le droit civil est un peu perdu. Et ça peut être beaucoup plus compliqué de faire une traduction de ce qu'on trouve au niveau international à un contexte national si ça change à une code civil, par exemple. Merci Hélène, d'où la nécessité de mobiliser la francophonie pour pousser, je pense, les instances internationales à se tourner de nouveau plus vers le français et de garantir un meilleur accès. J'ai vu la main de Métier aussi. Oui, en fait, je suis interpellée par ce que dit Hélène, qui pour moi est la question la plus importante. Le fait qu'au-delà de la traduction des documents, et nous continuons à pousser pour que ce soit fait, nous essayons aussi, moi je dois dire, j'essaie d'avoir une approche très pragmatique, parce que c'est vrai que les rapports sont traduits, mais par exemple les communiqués de presse, bien souvent, ne sont pas traduits. Or, ils apportent des informations extrêmement intéressantes pour les organisations. Je fais de la traduction qui n'est peut-être pas parfaite, je partage et on continue. Ensuite, on verra comment le système va faire. Mais le plus important et le plus dangereux, je crois, pour avoir une société inclusive et respectueuse des droits de l'homme, c'est le fait que nous avons la réflexion autour de ces questions-là
Il y a beaucoup que d'un seul système juridique, pas que juridique, culturel, etc. Et qu'il faut que l'expérience des francophones puisse être intégrée. Et je crois que là, l'effort doit être particulièrement important pour les intégrer dans la conversation au niveau global. Pas seulement la conversation entre francophones, mais pour que les francophones puissent participer avec les autres, apprendre de ce qu'eux ils font, aussi partager leurs expériences et leurs compétences au niveau global. Et là, je crois que nous avons tout un rôle à jouer. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Guillaume? Alors encore aussi des commentaires. Un conseil pour ILGA, votre formulaire d'adhésion n'est pas disponible en français, ce serait une avancée. Je rejoins le commentaire de Gabriel qui disait que le français n'est pas une langue de ILGA, ce qui paraît il paraît du coup assez logique que leur formulaire d'adhésion ne soit pas en français. Je ne sais pas si Gabriel peut faire un commentaire encore là-dessus. Et peut-être quand même un commentaire de Ginette qui nous dit « ILGA Panafrica est aussi francophone, je vous encourage à leur envoyer vos commentaires en français ». Donc voilà, je pense qu'il y a quand même peut-être une question de l'universalité ou l'uniformité de l'accès en français, à la fois aux mécanismes, aux documents. Je crois que ça a été abordé aussi dans les commentaires. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ou si j'enchaîne sur une autre question qui nous amène sur un autre terrain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus? Carlos. Simplement pour dire que la publication dont je vous ai parlé est disponible en français, comme la plupart des publications de l'Institut de croissement, et aussi les deux outils dont je vous ai parlé, la guide du croissement CVD et l'explorateur des données, ils sont complètement accessibles en français aussi. Pour votre information, je peux partager les liens dans le chat, mais je ne suis pas sûr de l'audience pour le voir. Si je ne me trompe pas, Guillaume, il y avait aussi une question un peu plus tôt qui s'adressait spécifiquement à Carlos concernant les politiques LGBTQI des pays qui ont été étudiés dans le rapport. Peut-être qu'on pourrait répondre à cela. Absolument, oui. J'allais y venir. Est-ce que vous voulez que je la répète ou c'est bon, Carlos? Vous pouvez la répéter Alors, la personne aimerait mieux connaître les différences entre les politiques LGBTQI des pays étudiés par le DIHR et présentés donc par vous, Carlos. Oui, donc ce que nous avons fait, c'est de prendre 8 pays, les 8 pays que je vous ai montrés, et on a fait un rapport entre les recommandations directement liées aux personnes LGBTQ et le examen périodique volontaire de SOLD. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a une différence très forte entre les niveaux de spécificité de détails dans leurs recommandations. Il y a des pays qui reçoivent des recommandations très spécifiques, très pointées, et d'autres pays, pas nécessaire. Ça dépend, ça change d'un mécanisme à l'autre, bien sûr, mais ça peut dépendre aussi du moment où les recommandations ont été faites. Parce que la manière dont les mécanismes font les recommandations change avec le temps. On a vu que dans plusieurs sujets, les mécanismes deviennent de plus en plus progressistes, de plus en plus ouverts sur certains sujets. Donc là, je pense que c'est intéressant de regarder, par exemple, les recommandations que des pays dans votre région ont reçues et voir si votre pays aurait dû recevoir des recommandations similaires et faire la mobilisation, le plaidoyer nécessaire pour ça. Le rapport entre les deux cadres nous montre qu'il y a des pays qui utilisent les recommandations pour le rapport de SODD. Ils les mentionnent, ils les intègrent très bien. Et ils intègrent aussi le besoin, une situation critique de personnes LGBTIQ dans ce rapport.
et d'autres pays qui ne le font pas du tout. Donc, ça montre aussi qu'il y a deux pays qui nous donnent une voie de le processus à suivre. Je vous partage les liens parce que je ne peux pas entrer en détail sur chacun des pays. La publication, c'est pas trop lourd à lire. Merci, Carlotte. D'ailleurs, cette analyse par pays me rappelle aussi le fait que parfois ça peut être très intéressant de comparer avec des pays qui ont des enjeux, des problématiques similaires et voir quelles sont les solutions ou les actions, les stratégies qui sont employées et s'inspirer des stratégies qui ont déjà servi à faire changer certaines situations. Donc, on a une autre question sur l'agenda 2030, Guillaume? Oui, peut-être avant de vous poser la question, rappelez que les différentes documentations et liens sont disponibles sur les biographies de nos panélistes, ainsi que dans l'espace documentation de la plateforme Égide. Donc, je vous encourage à vous référer pour tous les documents qui ont été cités aujourd'hui. La question est la suivante. Les personnes LGBTIQ+, peuvent être les bénéficiaires du plaidoyer de l'agenda 2030 qui vise, comme vous l'avez dit, Carlos, à ne laisser personne derrière, mais elles sont aussi des actrices de l'action pour une société durable et contre le changement climatique. Il ne faut pas les oublier. Donc c'est plus un commentaire, mais peut-être vous voulez réagir sur le fait que les personnes LGBTIQ+, aussi doivent prendre part à cette dynamique pour préserver notre planète et notre environnement. Absolument, oui, je suis complètement d'accord. On voit aussi que l'agenda 2030 est plutôt exhaustif. On parle de la protection de sources terrestres, de l'eau, du changement climatique, de la paix, des institutions stable, de la corruption, de la santé, l'éducation, la pauvreté, etc., etc. Donc, ce sont des sujets qui affectent toute la société. Et je suis complètement d'accord. On voit aussi qu'il y a des pays qui font un processus très participatif, très accueillant pour la société civile par rapport à le suivi et la mise en œuvre de ce DD. Et d'autres pays qui ne le font pas du tout. Donc, je pense que c'est plutôt là la responsabilité de la société civile de se faire entendre, d'essayer de faire partie de tout ce processus. Donc, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, ce commentaire, je pense qu'il nous rappelle aussi le fait que les enjeux sont variés et que les activistes ne sont pas nécessairement ou ne travaillent pas nécessairement toujours dans une seule optique. Et cela me pensé à l'enjeu de l'intersectionnalité. Disons que les Nations Unies, avec leurs différents comités sur différents droits, ne sont pas nécessairement toujours l'endroit le plus accueillant pour les approches intersectionnelles. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un peu d'espoir qu'une approche intersectionnelle sera plus présente au sein des Nations Unies à l'avenir? Moti? Avec mon logo ONU derrière moi, je ne peux pas ne pas prendre la parole. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais je peux vous dire que c'est presque le mot préféré aujourd'hui, la question. Et je crois qu'il y a beaucoup d'efforts, notamment par les mécanismes d'agriculteurs spécifiques. Nous avons de plus en plus de communication en commun, de communiqués de presse en commun. Nous avons aussi de plus en plus de visites en commun par les experts indépendants pour justement s'assurer de pouvoir prendre une situation sur différents angles. Bien entendu, les efforts sont encore à faire. Mais je crois que la volonté de faire est là. Nous avons aussi quelque chose d'améliorer en fait notre connaissance en termes théoriques de l'approche de l'intersectionnalité. C'est une chose de se dire, ah oui, en effet, telle personne, pas que femme, pas que de la communauté LGBT, habitant en Inde,
pays dans une province reculée. Mais au-delà de ça, il y a tout un travail conceptuel que nous tous, que beaucoup d'entre nous, en tout cas, en tant que fonctionnaires, nous avons aussi besoin de vérifier dans ce cadre-là. Et je crois aussi que dans ce cadre, peut-être un peu faire un récap que vous avez dit, mais aussi à l'Université de Genève. Je crois que les universités ont besoin de pousser aussi dans ce sens-là. Merci. Merci. Il y a Hélène aussi qui aimerait commenter. Oui, je crois que moi aussi, je ferais la défense des différents experts et mécanismes, parce que c'est très correct que ça a pris du temps en différents thèmes, mais moi, je dirais que maintenant, dans les thèmes LGBTI, en fait, on a beaucoup plus d'intersectionnalité qu'on aurait dans d'autres thèmes. Et par exemple, il y a un groupe de travail je ne sais pas si c'est le terme correct en français, de personnes, enfin des descendants d'Africains, qui ont fait beaucoup de travail sur les personnes LGBT dans ce contexte, vraiment regardant les intersectionnalités. En termes de l'environnement, là, je ne suis pas à jour, je dirais, mais il y a toujours cette possibilité. Les fact-sheets que Gabriel avait mentionnés, je crois qu'ils aident aussi à donner des idées de comment on peut trouver des entrées avec les différents mécanismes. Franchement, c'est toujours grâce à l'ingéniosité de la société civile qu'on trouve ces approches. Très bien, on va continuer à vous les rappeler. Donc, Guillaume, avons-nous une autre question ou un autre commentaire à partager? Alors, je me permets de glisser un commentaire au passage. Je salue aussi les efforts, notamment de l'expert indépendant Soji, sur ces questions d'intersectionnalité. Il y a une prise de position qui a été particulièrement remarquée sur les impacts de la crise Covid sur les populations LGBTIQ+, qui a été signée par un grand nombre d'experts et d'expertes de mécanismes de plaidoyer. Et on va probablement en parler demain avec l'expert indépendant. Je vous renvoie à la session de demain après-midi sur ces questions de l'impact de la crise Covid sur les communautés LGBTIQ+. On a beaucoup de commentaires sur la mobilisation de ILGA notamment, sur la francophonie et l'utilisation du français, en disant il y a de plus en plus d'organisations francophones membres de l'ILGA. Peut-être il est temps d'avoir une troisième langue ILGA qui serait le français. Je vois Gabriel sourire, je ne veux pas l'accabler. Je renvoie aussi à l'excellent travail que fait la coordination et l'Alliance Égide sur ces questions, qui vient évidemment en complément très apprécié du travail remarquable de l'ILGA depuis des années. Une question sur la question de comment mobiliser les outils de plaidoyer. Quels outils de plaidoyer peut-on utiliser pour faire un plaidoyer auprès des autorités ayant la justice dans leurs attributions, en commençant par le niveau local pour le national? Donc plutôt axé sur la justice. Je ne sais pas si vous avez des éléments à nous donner sur ce sujet. Ce n'est pas une question facile, mais si je comprends bien, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on peut mobiliser les outils internationaux pour faire de l'activisme d'abord au niveau local, ensuite au niveau national en ce qui concerne le milieu de la justice. C'est ça. Avez-vous des idées? Hélène? C'est vrai que ça peut être difficile de faire le lien entre ce qu'on fait avec les mécanismes au niveau international et des actions vraiment directes. Et je peux donner l'exemple d'une communication comme
Moitié avait expliqué les communications individuelles de procédures spéciales, par exemple, qui ont été... Le document a été amené à une prison locale et le fait que c'était un document officiel de l'ONU, une personne a été relâchée. Alors, des choses comme ça, mais ça, c'est pas quelque chose de systématique. Et par exemple, les principes de Jakarta, comme j'ai dit au début, c'est pas un traité, c'est pas quelque chose, c'est pas une loi où on peut tourner vers les autorités locaux et dire que voilà, vous êtes en violation et il faut soit laisser quelqu'un à sortir ou je ne sais pas exactement le cas, mais c'est pas que c'est impossible, mais c'est ce que je crois que Gabriel avait dit au début, que toujours quand on utilise des mécanismes régionaux ou internationaux, il faut toujours penser de ça comme partie de le plaidoyer en général, de le plan qu'on a, une stratégie plus générale, parce que c'est vraiment jamais une seule réussite au niveau international aidera avec tout. Mais des fois, ça peut aider avec un cas spécifique, mais normalement, c'est plutôt quelque chose de long terme, d'échanges, changement systématique, je dirais. Merci Hélène. Donc l'importance d'avoir une approche intégrée et donc de ne pas penser ou de ne pas réfléchir aux mécanismes internationaux comme quelque chose à part, mais vraiment quelque chose qu'on peut intégrer dans les actions locales, régionales, nationales. Et surtout quelque chose qui n'est pas si loin que ça, même si ces organismes se trouvent majoritairement à Genève, mais ces mécanismes et ces outils fournissent une opportunité d'utiliser un langage, une approche comme des droits humains qu'on peut ensuite intégrer dans n'importe quelle action sur le terrain. Je ne sais pas si j'avais vu aussi la main de Gabriel. Oui? Oui, juste une recommandation rapide. Pour l'époux, il y a une database c'est de la UPR Info, qui a toutes les recommandations des cycles précédents. Donc, c'est toujours utile de regarder quelles recommandations LGBTI les pays reçoivent dans les cycles précédents et utiliser ça dans les stratégies nationales de plaidoyer. Et de même avec les recommandations des organes de traité. Donc, si vous faites un litige stratégique, vous pouvez toujours utiliser cette recommandation internationale comme un supplément des arguments juridiques ensemble avec les principes de Jakarta, etc. Merci Gabriel. Et je pense au final, c'est aussi de toujours se poser la question à qui est-ce que je m'adresse et qu'est-ce qui va fonctionner. Alors, ça se peut qu'un juge d'une cour inférieure ne sera pas très content lorsqu'on le bombarde avec l'agenda 2030. Mais c'est ça, il faut choisir les bons outils dans les bonnes situations, alors que vous parlez au gouvernement national, le langage des Nations Unies sera peut-être mieux reçu que par ce juge. Il nous reste seulement 2 petites minutes. Alors, à moins qu'il y ait des commentaires très rapides à partager, Guillaume, je pense qu'on va commencer à clôturer cette séance. On a plusieurs commentaires qui soulignent l'importance des mécanismes de plaidoyer pour les communautés et qui nous encouragent qui vous encouragent à les rendre toujours plus accessibles pour les communautés francophones notamment. Et puis, on a une question un peu générale qui pourrait servir de conclusion, mais je laisse Myria le soin de décider comment elle souhaite conclure, qui dit demander aux panélistes à titre personnel et individuel qu'est-ce que cette discussion aujourd'hui vous a apporté. Est-ce qu'elle va changer quelque chose dans vos pratiques au sein de vos propres organisations, en lien évidemment avec les mécanismes de plaidoyer en francophonie? On pourrait peut-être faire un petit tour de table très rapide avec des réponses de 10 secondes chaque. Alors, moitié.
Alors, non, la discussion d'aujourd'hui, en fait, me conforte. Je pense que dans mon travail et dans la preuve que j'ai du travail, notamment pour la question francophone, on est sur la bonne voie. On va continuer de travailler de manière très pragmatique, payer de la traduction quand c'est nécessaire, s'assurer de faire de l'interprétation quand c'est nécessaire, s'assurer aussi que nous soyons inclusifs dans la marché, les organisations qui parlent ne savent pas qu'il y a tel ou tel événement. Vraiment une approche pragmatique. Pour moi, l'important, c'est le réseautage entre les organisations et les en connexion avec les discussions qu'il y a dans le monde. Pour moi, nous sommes vraiment des passeurs. Donc, ce sera ça le rôle du HCPH, de s'assurer que dans les pays que nous couvrons, la question des mécanismes est connue par les francophones. Je peux dire un dernier point. La francophonie, au cœur même de la francophonie, c'est la diversité. Je viens moi-même d'un pays francophone et je suis très profondément attachée au cœur de la. Mais nous ne devons pas oublier que dans les pays francophones, certains ne sont pas francophones. Donc nous irons aussi les chercher, qu'ils soient wolophones, qui parlent Peul ou autre chose, pour que eux soient partie de la discussion. Merci. Merci, Moïse. Gabriel? Oui, je veux dire merci encore une fois pour l'invitation et aussi dire que la discussion, c'était un rappel important pour ILGA, pour faire les efforts de communiquer meilleur avec les francophones, mais même si les rapports, même si le website n'est pas en français, vous pouvez toujours écrire à nous et nous faire tous les efforts possibles pour aider toute notre membre organisation et les communautés francophones, mais aussi un rappel à tous qui sont ici aujourd'hui, dire que ILGA est ouvert et oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Gabriel, je pense que le message a été entendu. Hélène? Oui, bien sûr, un grand merci et moi aussi j'ai appris aujourd'hui en écoutant mes collègues. Et premièrement, je devrais dire quelque chose à la défense de ISHR. Ils m'ont demandé de parler parce que je travaille avec eux pendant l'élaboration des principes de Jakarta +10. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes vraiment francophones à ISHR. Alors, n'hésitez jamais de les contacter directement. Et ils seront là pour accompagner le plaidoyer de soutenir les personnes défenseurs partout dans le monde. Alors, vraiment, n'hésitez pas. Pour moi, franchement, c'est toujours important d'avoir ces rappels que la société civile, quelle que soit la langue, est toujours à la recherche d'outils et toujours pensant à comment les faire, comment les utiliser pour changer la vie réelle, avoir un impact pratique. Alors merci pour tous les commentaires et les questions parce que ça m'aide beaucoup de refaire la connexion. Merci beaucoup Hélène. Et Carlos? Merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été une discussion très riche et bon, ma conclusion est qu'on va continuer de publier toute notre publication en français, toute notre outil en français toujours. C'est très important. Mais aussi, c'était un très bon rappel qu'il faut toujours faire les liens entre le travail et les plaidoyers régionaux et globaux et la situation concrète dans les pays où nous travaillons. Ça c'est quelque chose que c'est bien d'avoir à l'esprit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlos. Alors, à mon tour de vous remercier du fond du cœur pour le généreux partage de vos connaissances. Merci aussi, Guillaume, pour l'animation. Je pense que ce
fut une très agréable table ronde. J'espère que vous avez pu en profiter et on garde à l'esprit l'importance justement de rendre tous les mécanismes et tous les outils accessibles pour les francophones. Et n'oublions pas non plus que le passage d'une langue à l'autre est aussi un passage d'une culture à l'autre, de différentes références. Alors, essayons de faire un meilleur effort pour nous immerser dans les réalités des autres. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci beaucoup Myria, Carlos, Gabriel, Hélène, Motsi pour ces riches échanges. Les mécanismes de plaidoyer sont et se mettent encore toujours plus au service de la francophonie et nous en sommes heureux et heureuses. La conférence reprend à 18h, heure de Genève, avec 2 sessions en parallèle. La protection des personnes LGBTIQ+, dans la francophonie et les réalités et enjeux de mobilité, de migration et d'asile des personnes LGBTIQ+, dans la francophonie.